Bienvenue tout le monde à cette conférence de Spiralis. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie Lanctot-Bédard. J'ai cofondé Spiralis avec Jean-Philippe en 2008. C'est avec beaucoup de joie, en fait, que je célèbre la longévité de cette entreprise et tous les bienfaits qu'elle amène dans le monde, vraiment. Je suis formatrice certifiée, je suis aussi certificatrice auprès du Center for Nonviolent Communication, si vous connaissez un peu cette dynamique là, de certification, d'approche, etc. Je fais aussi du coaching, de la médiation et depuis quelques années, je me concentre particulièrement sur le développement de la relève pour qu'il y ait de plus en plus de monde vraiment puissant, compétent, qui amène la communication non violente dans le monde de façon pertinente, qui aide vraiment les gens à grandir, à évoluer, puis aux relations à évoluer, puis même éventuellement aux actions courageuses de prendre place. Alors, c'est l'ensemble des choses qu'on aime faire, donc disperser la bonne nouvelle dans le monde de la CNV, de la communication non violente. Je veux vous dire que le sujet que je vais vous présenter ce soir est à la fois délicat, c'est quand même un sujet pas si évident que ça, et à la fois très intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui, à chaque fois que je l'explore avec des collègues et pour moi-même et avec des clientes et des clients, je suis toujours très intéressée, puis ça continue de se peaufiner. Et quand je vous dis ça se peaufine comme ça, c'est parce que c'est un sujet qui est tout en nuances aussi. On veut amener des nuances à plusieurs niveaux. Vous allez voir, je vais vous amener des... oui, on veut ça et ne pas oublier ceci. On veut ça, mais ça ne veut pas dire ceci. Alors, il y a beaucoup de nuances. C'est un sujet qui nous amène à amener un peu plus de lucidité, mais de discernement, en fait, je dirais, dans qu'est-ce qui est en train de se passer parfois dans ce que les gens vivent ensemble dans leur relation. J'aimerais bien vous dire que je suis la personne qui a eu la brillante idée de ce nom, cette expression de l'apocalypse émotionnelle. Ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui a découvert ou inventé cette expression. Je veux vous dire que ça vient de Robin Stern. Robin Stern a écrit un livre qui s'appelle The Gaslight Effect sur le gaslighting. Alors, je ne veux pas partir sur le gaslighting, c'est un autre sujet qui a une certaine corrélation avec notre sujet de l'apocalypse émotionnelle, mais c'est un sujet en soi, le gaslighting, où avec le Bureau de la langue française au Québec, on a appelé ça le détournement cognitif, le gaslighting. Alors, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est elle, Robin Stern, qui a donc développé ce terme de l'apocalypse émotionnelle. Alors, avant de vous parler comme tel de l'apocalypse émotionnelle, je veux vous parler un petit peu du socle de mon travail, de ce que je fais et pourquoi je fais ça et pourquoi j'amène ce sujet-là. Le socle de mon travail, c'est le modèle, si on veut, de la communication non violente. À Spiralis, on appelle ça le dialogue authentique. C'est une façon donc de créer des espaces relationnels, communicationnels, interpersonnels, des espaces d'inter-influence, des espaces d'expression authentique, responsable, où je m'amène dans ma vérité, dans ce qui est vrai pour moi, et j'écoute, j'invite l'autre, et j'écoute avec empathie et avec curiosité, qu'est-ce que l'autre amène. Okay? Donc, on veut créer des espaces où on peut vivre des relations dans un esprit dialogique, où on ne connaît pas nécessairement, en fait, on ne connaît nécessairement pas l'issue d'une conversation. On entre dans un sujet qui nous importe tous les deux et on va explorer qu'est-ce qui est là pour nous, puis ensemble, on va créer quelque chose qui est vrai puis qui est bon pour tout le monde, qui a du sens pour tout le monde. Apprendre la communication non violente, essentiellement, c'est apprendre des habiletés et s'ancrer dans une conscience qui cherche à donc générer de l'engagement dans une qualité de connexion entre les personnes. Okay? On veut créer des espaces où les besoins de toutes, les besoins de tous, les besoins de tout le vivant sont pris en considération. Fait que c'est pas banal. Okay? C'est une très grande commande, une très vaste aspiration de créer une conscience, une capacité, des habiletés pour prendre tous les besoins du vivant en considération, incluant les siens. Okay? Et donc, on veut vivre ça dans une conscience dynamique de notre interdépendance.
tout ce qu'on fait affecte tout le vivant. Tout le vivant nous affecte. C'est une réalité intérieure, extérieure, qui est dans un dynamisme constant. Et ce qu'on veut, et cette conférence donc s'intègre dans un désir d'enrichir la compréhension des dynamiques qui se passent entre les gens pour nous aider à créer plus de ça. Plus d'espace où règne la confiance. Et que dans cette confiance puisse émerger notre bienveillance naturelle. OK. On part avec des prémices de la psychologie humaniste où, fondamentalement, les êtres humains sont bienveillants, dignes de confiance. Et c'est à travers des expériences de vie, à travers des situations où on n'a pas confiance que nos besoins sont pris en considération, qu'il va y avoir autre chose que de la bienveillance qui va se manifester. Mais fondamentalement, il y a de la bienveillance. Il y a un désir de vivre la bienveillance. Même si je ne suis pas au courant, dans un moment précis, que je désire vivre la bienveillance, fondamentalement, dans nos prémices de base, c'est ça qui est en dessous. Alors, 2 invitations de la communication non violente, c'est de vraiment s'ancrer, articuler, incarner cette intention de créer de la qualité de connexion, de créer de la confiance, de créer des espaces où la bienveillance puis la créativité naturelle, l'envie de contribuer au mieux-être, à enrichir la vie, qu'on puisse y avoir accès, se donner accès les uns aux autres pour vraiment créer des synergies qui sont extrêmement intéressantes et très excitantes en fait. Et pour vivre cette intention, bien, la CNV nous invite à porter notre regard, porter notre attention sur certains éléments de qu'est-ce qui est en train de se passer dans la conversation pour nous amener ailleurs que ce qu'on connaît. Ailleurs que là où on a été éduqué à aller. Okay? La plupart d'entre nous, on a été éduqués à la pensée binaire, du bien et du mal. Okay? Qui a tort, qui a raison? Hein? La game la plus fun en ville? Ben non, c'est pas la plus fun en ville. Elle est usante, cette joute de tort et raison. Qui est normal, qui est anormal, c'est qui les gentils, les méchants. Toute cette pensée binaire, on veut pouvoir porter notre attention ailleurs. On ne veut pas dire « Ah, ceci est mauvais » parce que essayer de rejeter quelque chose, ça ne fonctionne pas très bien. Ce qu'on veut plutôt, c'est « OK, je ne veux pas vivre là, où d'autre est-ce que je pourrais ramener mon attention pour aller ailleurs? » Okay? Donc, on veut sortir des gentils, des méchants, tous les jeux de pouvoir qui découlent de cette pensée binaire. On espère pouvoir sortir de ça et toutes les interactions qui sont issues de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la vengeance. C'est toutes des choses qui usent les relations et qui nous sortent de notre envie de contribuer, notre envie de participer, notre envie de nous amener, notre envie d'écouter. C'est toutes des choses qui cassent, qui usent les relations. Alors, on veut aller ailleurs que ça. Dans le processus d'apprentissage de la communication non violente, on apprend à identifier et à exprimer nos sentiments et nos émotions. Ça fait partie du modèle, ça fait partie de ce que l'on apprend. On apprend aussi à écouter puis à accueillir les sentiments et les besoins, les sentiments et les émotions des autres. Les besoins aussi, OK? Là, je vais juste rester au niveau des sentiments et des émotions parce que je veux parler d'apocalypse émotionnelle. C'est plus complexe que ça. On porte attention à d'autres éléments pour les gens qui ne le savent pas, mais entre autres, on se sensibilise à la fonction et à la dynamique et à la présence des émotions, donc dans nos relations. Alors, apprendre ça, c'est super enrichissant. Souvent, ça nous ramène dans le vivant. On n'a jamais trop connu ce monde-là des émotions. On ne savait pas comment le nommer. Ça a été vraiment tassé de nos vies quand on a été éduqués par nos parents, par le système, whatever. Et éventuellement, c'est comme, OK, on retrouve cette richesse de l'émotionnalité. Ça peut être extrêmement enrichissant. Et pourtant, des fois, c'est pas tant enrichissant. OK? Que se passe-t-il? OK? Il se peut qu'on rencontre un piège de cet apprentissage. OK? Quand on s'ouvre et on s'intéresse au monde des émotions, qui est vraiment un monde très, très, très intéressant, il se peut qu'on tombe dans le piège de l'apocalypse émotionnelle. OK? Il se peut qu'on se rende compte qu'on en fait des apocalypses émotionnelles. Il se peut que des fois, on se rende compte qu'on en subit
des apocalypses émotionnels. Ou des fois, c'est les deux. C'est l'abondance. OK? Des fois, on en fait, on en subit. Moi, je peux vous dire que comme jeune adulte, je faisais dans ces deux élans. J'en faisais vivre aux autres, puis j'en subissais des autres. Puis on crée des relations où c'est comme ça qu'on interagit, c'est comme ça qu'on s'influence à travers la honte, la culpabilité, à travers la critique, etc. C'est juste de s'en rendre compte, ça nous permet de reculer d'un pas et de faire des choix conscients. Toute la communication non violente, c'est développer des habiletés pour faire des choix conscients. Si vous continuez de choisir de travailler avec la honte, la vengeance, la culpabilité, la peur, c'est votre choix. Par contre, si on se rend compte qu'on fait ça, puis on n'a pas d'autres outils pour faire autre chose, c'est très dur de sortir de ces habitudes-là. Parce que ça a certains effets. Ça a des résultats, cette façon-là de faire. Et il y a une raison pourquoi on le fait. Alors, on veut se rendre compte que c'est peut-être pas ça qu'on veut, c'est peut-être plus ça qu'on veut. C'est peut-être maintenant, aujourd'hui, qu'on va se rendre compte que c'est ça qu'on fait. Et on veut être capable, donc, cette conférence-là veut servir à apprendre à reconnaître un petit peu le phénomène, lui donner un nom, parce que déjà, quand quelque chose a un nom, au lieu d'être juste complètement submergé par la chose, on peut le regarder. On peut dire, ah, voici cette chose que je reconnais. Et là, je peux avoir une prise puis faire quelque chose avec. OK? Et donc, on veut arrêter d'en subir ou arrêter d'en faire, selon où vous êtes là-dedans. OK? Et aussi, très, 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 très important, on veut faire attention à l'intention avec laquelle on va agir pour arrêter ça. La raison pour laquelle j'avais une préoccupation de faire cette conférence-là puis l'offrir au public en général, c'est que ça va être très facile d'utiliser ce que je vous ai donné aujourd'hui pour cultiver du blâme, du correct, pas correct, du normal, pas normal, des bons puis des méchants. Ça va être très facile. Et je veux vous dire que je n'ai aucunement l'intention de faire ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de mieux comprendre pour mieux prendre soin. Mieux prendre soin de nous, mieux prendre soin de nos relations, puis prendre soin de nos élans de vie pour amener plus de respect et pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ça que je souhaite. Et de prendre les notions de l'apocalypse émotionnelle pour se taper sur la tête ou taper sur la tête des autres, on est complètement passé à côté du sujet. Ça ne m'intéresse pas, comme zéro. Si c'est ça que vous êtes venu faire, vous pouvez partir tout de suite, ça ne vous intéressera pas, ce n'est pas ça le sujet. OK? C'est vraiment important pour moi. Je veux apprendre, je veux nous donner des outils pour responsabiliser, que chaque personne puisse prendre responsabilité pour ce qu'elle émet et pour ce qu'elle endure, et faire des choix différents, éventuellement. OK? Fait que, je continue. L'apocalypse émotionnel, d'abord et avant tout, je dois vous dire, peut être utilisé de façon consciente ou inconsciente, ou un petit peu des deux, pas sûr. Mais on ne peut pas présumer que c'est toujours inconscient, puis on ne peut pas présumer que c'est toujours conscient. OK? Alors, des fois, vous allez le voir, là, je vais vous le décrire un petit peu plus, c'est comme, ah oui, ben oui, je vois bien que je fais ça. OK? Ou, ah, je pense que l'autre fait ça, mais je ne pense pas que l'autre est au courant qu'il ou elle fait ça. Fait que juste de vraiment, une des prémices, si on veut vivre la promesse de la CNV, c'est le bénéfice du doute. Puis si on part avec une présomption que l'autre le fait exprès, l'autre me tombe dessus, on a changé, comme on dit, 4,30 sous pour une pièce. OK? On n'a rien amélioré, on n'a rien grandi, on fait juste tourner la même roue que d'habitude. Alors, l'apocalypse émotionnel, donc, peut être utilisé de façon consciente ou inconsciente. Et c'est une façon d'utiliser l'intensité de son émotion. Okay? Donc, une façon d'utiliser l'intensité de l'émotion pour paralyser l'espace dialogique. Ça empêche un dialogue d'évoluer. Ou pour imposer une humeur à d'autres personnes. OK? Moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais misérable. Et c'est pas vrai que j'allais être misérable toute seule. OK? Alors, je faisais ça. Je faisais de la mauvaise humeur répandue, puis là, tout le monde pouvait être de mauvaise humeur avec moi. OK?
Je suis désolée pour les personnes qui ont vécu ça. Il y en a peut-être ici qui sont avec nous ce soir. Je sais pas, j'ai pas vu tout le monde à l'écran. Je suis désolée s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça avec moi. Je pense pas qu'il y en a beaucoup ici, mais ça se peut. À quoi ça peut ressembler? L'utilisation de cette intensité-là émotionnelle, ça peut ressembler à des crises, des pleurs, du silence. Moi, mon père me faisait ça. Il me faisait le traitement du silence. Quand il n'était pas content avec moi, on vivait tout seul dans une grande maison puis il ne me parlait pas pendant des jours. Okay? Le traitement du silence, le boudage, okay? Bouder. La critique véhémente. Okay? Tomber sur l'autre, le critiquer, la critiquer, se faire critiquer, le procès d'intention. OK? C'est toute une façon de tordre l'espace relationnel, l'espace conversationnel pour le faire marcher pour nous, au détriment potentiellement de l'autre. Ou de se laisser tordre l'espace relationnel à notre détriment sans mettre de limite autour de ça. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Moi, je veux vraiment parler aux deux côtés de cette même médaille. Robin Stern, qui a écrit le livre sur le gaslighting, elle parle toujours du gaslighting tango. Okay? Le tango du gaslighting. Ça prend deux personnes qui jouent à ça pour jouer à ça. C'est important que chaque personne, on puisse juste s'asseoir et dire « OK, je suis où, moi, là-dedans? » OK. Qu'est-ce que ça fait quand on utilise, donc on instrumentalise l'émotion, on fait des crises, des pleurs, on boude, on fait des procès d'intention, etc. C'est toutes des façons qui amènent des dynamiques d'évitement. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais éviter, je vais faire à l'autre, si moi je fais des apocalypses émotionnels, je vais faire en sorte que l'autre évite des zones où il ou elle va avoir honte, va avoir peur ou va se sentir coupable. OK? Fait que je crée des zones où c'est plus sécuritaire. On va pas là. OK? Ça nous éloigne tout ça de ce qu'on cherche à générer avec la communication non violente. Donc, la communication non violente, il y a comme une espèce de piège à deux faces là-dedans. OK? Il y a comme une présomption que parce qu'on est dans un contexte bienveillant, dans un contexte de CNV, parce qu'on est dans cette culture de la bienveillance, bien, s'il y a des gens qui sont en présence, qui connaissent la CNV, bien, parce que je vis une émotion, ils doivent l'accueillir. Au fur et à mesure que je vis des choses, parce que je suis avec des CNVistes, des gens qui pratiquent cette façon d'être-là, ils ont comme l'obligation, et moi je me promène avec cette attente et cette expectative que les gens accueillent toutes mes émotions au fur et à mesure que ça passe. Ça, c'est un des pièges. OK? L'envers de ce piège-là, c'est moi de me dire, bien, parce que je sais comment, parce que moi j'apprends, puis je m'applique à vivre la CNV, puis à amener de la bienveillance, puis de l'empathie, puis de l'accueil, bien, je dois être accueillante et bienveillante envers n'importe quoi qui vient vers moi, même si c'est à mon détriment. Ça, c'est le deuxième piège. Okay? C'est le même piège, mais de l'autre côté. D'avoir cette attitude que tout le monde doit m'accueillir parce qu'ils sont CNVistes. Puis de l'autre côté, c'est comme, ah, bien, parce que moi, j'apprends ça, je suis obligée de tout. J'endure tout, je prends tout, j'écoute, j'accueille, à en vomir des fois. Fait qu'on veut retrouver du sens là-dedans. Mais vous voyez que c'est délicat parce qu'on veut apprendre ça. On fait attention. Toute l'intensité émotionnelle, c'est pas une apocalypse nécessairement. OK? Dans cet apprentissage-là, on veut apprendre. On apprend à composer avec des émotions intenses. Ça fait partie de la joute. On apprend même à s'exprimer avec intensité. On ne veut pas devenir ce que Marshall appelait nice dead people. Des personnes gentillement mortes. Non. On n'est pas là pour cultiver de la gentillesse. Les gens, ils pensent que parce qu'on apprend la CNV, on va toujours parler doucement. Non, pas nécessairement. On va parler responsablement, par exemple. Et on va réellement créer des espaces de dialogue où l'autre va avoir envie de s'amener avec sa vérité. Je vais l'inviter, je vais aller chercher, je vais écouter pour vrai, je vais me laisser influencer. Mais je ne vais pas nécessairement toujours être gentille et douce. Ben non, pas nécessairement. Alors, on veut amener plus de puissance, plus de vérité, dans plus de bienveillance. Et en même temps,
On ne veut pas tomber dans ce que moi j'appelle le piège, la tyrannie de l'émotion. Oh, aussitôt que quelqu'un vit quelque chose, on arrête tout. Puis là, on écoute jusqu'à temps que ça aille mieux. Peut-être. Et peut-être pas. Peut-être que ça ne se prête pas au contexte. Peut-être que j'ai vraiment pas l'élan. Peut-être que c'est pas du tout ça le lien qu'on a. Peut-être que j'ai pas le temps, je suis pas disponible, je me sens pas du tout disponible pour ça. Peut-être que j'avais d'autres sujets sur la table, puis que là, je suis en train de partir ailleurs, puis je n'ai pas donné mon accord, moi, pour ça. C'est pas ça la conversation qu'on est en train d'avoir en ce moment. Alors, je veux juste qu'on tienne tout ça avec discernement. OK? Je vais vous donner d'autres morceaux pour commencer à amener un peu plus de discernement dans tout ça. Fondamentalement, on veut que nos relations soient imbibées de sens, de réciprocité. OK? On veut du respect mutuel. On veut du respect de soi. OK? On veut qu'il y en ait pour tout le monde. La vérité, de l'authenticité, de la bienveillance, de l'ouverture, de l'inclusion. C'est ça qu'on veut. Et pour voir, est-ce que je suis en train de créer ça? Je vous pose des questions. Il y en a des questions là-dedans qui vont vous parler plus que d'autres. Des questions à se poser. Je ne vous pose pas des questions maintenant. Je vous propose des questions à vous poser. Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, est-ce que c'est vraiment au service de la connexion et d'un vivre ensemble qui est mutuellement respectueux? Est-ce que je me dis que dans cette relation-là, il y a vraiment des sujets qui coûtent trop cher puis que je suis bien mieux d'acheter la paix? Est-ce que j'ai une intention plus ou moins consciente ou même le résultat? Est-ce que je crée le résultat que je sabote ou j'empêche certains sujets de conversation? Quand on s'approche de ce sujet-là, moi, je m'arrange pour que ça n'arrive pas. OK? Est-ce que ce que je suis en train de faire, là, maintenant, dans l'instant, dans cette conversation, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça invite l'authenticité? Est-ce que ça génère de l'empuissancement pour tout le monde, du empowerment? Est-ce que tout le monde touche à sa puissance? Est-ce qu'on est dans l'ouverture, dans la curiosité? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de créer en ce moment? OK? Est-ce que je me rends compte que j'ai peur de certains sujets puis que je les évite, en fait? Est-ce que ça se peut qu'à force de choisir mes batailles, je me lève plus au nom des choses qui m'importent vraiment? Que je ne fais plus acte de présence, que je ne le dis plus quand je ne suis pas d'accord. Parce que, à force de choisir mes batailles, il ne reste plus grand-chose. Est-ce que je me rends compte que moi, j'ai juste à m'énerver un petit peu, puis les gens autour de moi, ben, ils prennent leur trou, puis ça fait bien mon affaire? Est-ce que la réaction qui est en train de se passer maintenant est proportionnée ou disproportionnée au contexte? J'espère que les morceaux que je vous ai offerts jusqu'à maintenant vous permettent d'attraper un peu la saveur de cette chose qu'on appelle l'apocalypse émotionnelle. Juste pour voir où est-ce que vous êtes. Il y en a probablement qui se trouvent un petit peu des deux. Il y en a qui sont comme « Ah, non, il n'y en a peut-être pas de ça dans ma vie. » Il y en a qui sont vraiment fortement ancrés dans un sens, d'un côté ou de l'autre. On est partout là-dedans. OK? J'ai pas de problème. Il y a des gens que vous connaissez, que vous allez voir là-dedans. C'est plus facile de voir les autres que de se voir soi-même. OK? Alors, vous pourriez poser des questions aux gens autour de vous si vous vous demandez si peut-être vous faites des apocalypses émotionnels. Mais je vais vous amener d'autres petites réflexions, puis vous verrez peut-être que ça va vous éclairer sur comment peut-être vous pourriez aller chercher un peu de feedback autour de vous. Si je fais des apocalypses émotionnels, si je me rends compte que j'utilise ces stratagèmes-là pour obtenir ce que je veux, même si c'est au détriment des autres, moi, j'ai un travail personnel à faire. Qu'est-ce qui fait que je sois si envahie par des émotions aussi fortes que mes conversations perdent le nord, que mes conversations dérapent? Ça, c'est mon travail à moi.
C'est pas la responsabilité de la personne qui m'écoute. Si moi, je tombe en bas de ma chaise avec ma propre intensité de mon émotion, c'est à moi de gérer ça. Je suis une adulte, là. Je ne sais pas s'il y a des enfants ou des jeunes ados dans la salle, là, j'en vois pas. Je pense que je parle pas mal à toutes des adultes. Fait que si vous voyez qu'il y a ça dans votre vie, occupez-vous-en. Occupez-vous-en. Occupez-vous de vous pour vous occuper de vos relations. OK? Est-ce que je me rends compte qu'il y a des sujets que je suis prête à presque tout pour éviter? Ça aussi, ça se traite. Comprenez-vous ce que je veux dire? Allez-y en thérapie, allez-y en coaching, faites-vous accompagner, creusez un petit peu. Revenez chez vous, venez voir, c'est quoi ces sujets-là? Qu'est-ce qui me fait si peur? Comment est-ce que je tiens ça dans un espace qui est juste pas possible? Puis je veux qu'on fasse ça avec compassion. Je veux pas qu'on se tombe dessus, qu'on se juge, qu'on se trouve poche. C'est absolument pas aidant ni grandissant de se trouver poche, de se taper dessus. Je suis contre ça, mur à mur. Par contre, je veux qu'on puisse se rendre compte, hey, moi je fais ça. Comment je peux m'occuper de ça, puis aller explorer ça dans un milieu qui est soutenant, dans un milieu qui est dans un cadre qui est accueillant, qui n'est pas jugeant, qui va m'aider à faire le tri de qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ça vit comme ça à l'intérieur de moi. Est-ce que je fais payer les autres pour leur façon d'être, pour leur choix, pour leurs propos? Cette attitude-là de faire payer les autres pour quelque chose, ça coûte tellement cher à nos relations, là. Les gens, ils n'ont plus envie d'être avec nous. Ben, ils marchent tout le temps sur des œufs. J'ai plus accès à eux parce qu'ils me craignent. Les gens, ils piétinent autour, ils n'osent pas trop, ils sont plus capables de m'écouter, ou bien ils écrasent tout le temps. J'ai plus accès à leur intelligence, j'ai plus accès à leur énergie, j'ai plus accès à leur bienveillance. Moi, j'en veux pour tout le monde de ça. OK? Puis peut-être que, éventuellement, après avoir fait ce travail, ou pendant que je fais ce travail, peut-être que je peux prendre responsabilité, puis revenir après une apocalypse que j'ai faite. Puis peut-être que je pourrais dire à quelqu'un, écoute, je suis désolée de l'intensité, j'ai perdu pied. Et je réalise que je n'ai pas écouté ce dont tu voulais me parler. Serais-tu d'accord? Je suis prête là, à t'écouter. Serais-tu d'accord de revenir puis de me dire ce dont il s'agissait? Es-tu d'accord de reprendre cette conversation-là avec moi? Ça serait prendre responsabilité, et pour sa vie intérieure, et pour l'impact que j'ai dans mes relations. Deuxième aspect. Si moi, je subis des apocalypses émotionnelles, si moi, je suis la personne qui, au final, tourne autour du pot, marche sur des œufs, j'ose plus trop, je suis tout le temps dans la peur, la honte, la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai du travail à faire. Dans cet espace-là, moi aussi, je veux aller explorer. Qu'est-ce qui fait que je me laisse dérailler, que je me laisse intimider par l'intensité d'autres personnes? C'est quoi cette dynamique-là? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi qui fait que ça se passe et ça continue? Qu'est-ce qui fait que je reste dans des relations qui ne sont pas respectueuses de mes besoins? Ça m'appartient. Peut-être que l'autre n'a pas de respect pour mes besoins, peut-être. Mais si moi, je reste là, on est tous des adultes, là, puis je pense qu'on est tous dans des pays, j'allais dire on est tous au Canada, mais je sais que c'est pas vrai. J'ai vu des gens de Nouvelle-Calédonie à l'écran. Mais on est tous dans des pays ou dans des contextes où on peut choisir de s'extraire de nos relations. Il n'y a personne ici de ligoté à des relations. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que moi je porte à l'intérieur de moi? Des croyances, des habitudes, toutes sortes de traumatismes, d'histoires. Qu'est-ce qui fait que je reste dans des relations qui ne sont pas nourrissantes, qui ne sont pas respectueuses de mes besoins? Ça m'appartient. Je veux faire ce travail. OK. Puis peut-être qu'après avoir fait ce travail, ou pendant que je fais ce travail, peut-être qu'éventuellement je vais mettre mes limites autour de cette dynamique-là. Peut-être qu'un jour, je vais arriver à dire, écoute, je ne suis pas d'accord de me faire parler comme ça. Ou je ne suis pas d'accord de me faire ignorer comme ça. Je ne suis pas d'accord de vivre dans la peur tout le temps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes distances, puis je vais vérifier plus tard si on pourrait reprendre le sujet autrement. Pas comme ça. Comme ça ne me convient pas. Moi, je vais mettre mes limites. Et vous voyez que quoi que fasse l'autre, ça m'appartient.
Fait qu'il y a de quoi faire, OK? On a du travail à faire. J'aimerais tellement vous dire qu'après toutes ces années de travail personnel, il ne m'arrive jamais de faire quoi que ce soit qui s'apparente à une apocalypse émotionnelle. Oui, des fois, je glisse dans des zones où je ne suis pas toujours fière de moi. Ou bien je me laisse, j'écrase, ou bien j'espère que l'autre va écraser, tu sais. Mais je ne vis plus là-dedans. Puis c'est pas parce que c'est ça qui nous habite en ce moment qu'on doit vivre là-dedans pour le restant de nos jours. C'est pas vrai qu'on est fait comme ça. C'est pas vrai. On est fait pour évoluer. Si vous avez déjà rencontré les enseignements de Piaget, donc sur la théorie de l'enfance, du développement de l'enfant, on voit comment que, tu sais, les enfants en bas de 2 ans, mais ils jouent à cachette comme ça. Tu sais, ils n'ont pas compris que l'autre est encore là, devant, en train de regarder, même si eux autres, ils se bouchaient les yeux. Mais à un moment donné, ils comprennent ça. OK? Tu prends quelque chose, un enfant, puis tu le mets derrière le bras, c'est parti. À un certain âge, l'enfant, il fait le tour, il vient voir en arrière, il l'a compris. OK? À un moment donné, les enfants, ils comprennent qu'ils ont un impact sur les autres. Puis que c'est pas le fun de faire pleurer les autres. Pas le fun pour les autres. On n'aime pas ça quand les autres nous font mal. On n'aime pas ça faire mal aux autres. Fait qu'on apprend, on se développe. Ado, on commence à prendre des responsabilités. On commence à prendre des responsabilités pour des plus grosses conséquences dans nos vies. OK. Moi, je me souviens la première fois que j'ai pogné une étiquette de vitesse. Je pleurais à chaudes larmes. J'ai dit non, mais vous comprenez pas. Je pourrais jamais payer ça en 52 piastres. J'ai pas 52 piastres. Fait que là, j'ai fait OK. Je suis en train de poser des gestes qui ont des conséquences en dehors du champ de ce que je suis capable de prendre responsabilité. Puis à un moment donné, j'étais capable. Fait qu'on grandit, on grandit. Et les adultes, on continue de se développer. Puis c'est le fun. Pas toujours le fun, OK? Des fois, c'est dur. De se confronter à soi-même, de se regarder dans un miroir un peu grossissant, c'est pas toujours super agréable. Mais je continue de penser que c'est vraiment le plus fun qu'on peut avoir dans la vie, c'est de continuer à grandir. Puis à se confronter, puis essayer des nouvelles façons d'être, puis d'englober plus, puis de comprendre davantage, puis d'amener plus de sensibilité, plus de bienveillance, plus de puissance. Et ça se développe à l'infini. Et c'est très excitant. Je nous souhaite ça à tout le monde. Je vais vous dire une des raisons pourquoi je nous souhaite ça à tout le monde. Un des plus gros obstacles à vivre la communication non violente dans nos communautés, c'est le manque de travail intérieur. On se fait prendre en otage par nos propres réactions. Puis au final, on prend en otage les autres aussi. On s'en veut après ça, on s'en veut les uns les autres, on se trouve poche. On en veut aux autres de ne pas être les parents parfaits qu'on souhaite. T'sais? Les parents parfaits qui vont nous accueillir inconditionnellement dans toutes nos émotions et au fur et à mesure que ça se présente. Oubliez ça, les parents parfaits, on n'a pas eu quand on était petit, puis les adultes autour de nous, c'est pas leur job non plus. Fait qu'il y a comme des deuils à faire, tu sais. La vie, elle n'a pas été dessinée exactement pour vous faire plaisir à chaque instant, à chaque personne. C'est pas de même, c'est fait. Fait que quand on peut juste dire, OK, c'est pas ça la joute. C'est pas ça le sujet de la vie. Le sujet de la vie, c'est de prendre ce qui vient, faire quelque chose avec de constructif puis qui va me permettre de grandir. Les deuils qu'on fait par rapport à l'espèce de monde idéal, idyllique, j'ai envie de dire, le monde idyllique qu'on porte en nous, que tout va être pour notre bien, puis qu'on ne va jamais souffrir, puis que ça ne va jamais être douloureux. Faire le deuil de cette réalité, de la réalité que, ben oui, ça va faire mal des fois. Mais en fait, ça libère le cœur. Au lieu d'être crispé tout le temps, puis d'en vouloir aux autres, de ne pas juste nous faire du bien tout le temps, il y a comme cette prise de responsabilité-là, ce deuil-là, ça libère le cœur, ça libère de l'espace. Ça nous fait mûrir. Ça nous fait maturer. C'est ça que je nous souhaite. C'est dans cet espace-là approfondi, dans cet espace responsable, qu'on peut commencer à accéder à la promesse de la CNV. Qu'on peut commencer à accéder à de réels dialogues, à de la réelle co-construction, de la réelle co-créativité. Et c'est très excitant. Je nous souhaite ça à tout le monde.